Mais tu viens de Brown, comment ça se fait que tu sais pas ça? Dans mes souvenirs, j'étais vraiment très timide. Je suis le genre de personne qui a besoin de 10 heures de sommeil. J'appelle ça du self-love. Les bourses aux États-Unis, c'est des investissements qu'ils font aux gens, en fait. Mais après, Brown est revenu, ils m'ont donné full scholarship on top. Il y a des parties de moi que j'arrive à retrouver quand je suis à Madagascar et que quand je suis là-bas, j'oublie. Je voulais faire un impact, mais je savais pas comment exactement. Aujourd'hui, dans Storytown, j'ai le grand plaisir d'accueillir Francesca. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bon, généralement, je ressens pas énormément de tracks particuliers quand je fais les enregistrements, mais c'est vrai que quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que tu avais déjà fait pas mal de podcasts avant. Du coup, tu as déjà des références et peut-être l'habitude d'un certain standard. Du coup, je sais pas que je flippe beaucoup, mais bon, il y a quand même une petite appréhension, tu vois. Ah bah écoute, moi je suis de l'autre côté, je suis celle qui a aussi cette appréhension parce que je sais justement pas quelles questions ils vont poser. Donc moi c'est plus j'essaie de le prendre comme une conversation et je me dis c'est des conversations qui vont être recorded, mais c'est des conversations, donc j'essaie vraiment de me mettre dans cet état d'esprit dans les conversations que je suis. C'est vraiment le mindset qu'il faut. Peut-être pour commencer déjà avant tout, est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu comme quand tu te présentes dans la vie de tous les jours? D'accord. Je dis juste, je m'appelle Francesca Ravolisson et dans un contexte professionnel, je vais dire, je suis la fondatrice de l'ONG Women in Movement et on est une organisation qui lutte contre tout ce qui est violence d'ordre verbal, émotionnel et psychologique et on le fait à travers ce qu'on appelle l'apprentissage socio-émotionnel. Super, on aura l'occasion de bien en discuter. Bon, aujourd'hui, t'es venu avec ton frère, donc ça me permet en fait de un petit peu rebondir là-dessus et de te demander peut-être est-ce que tu peux nous replonger un petit peu dans ton enfance et nous dire un petit peu dans quel contexte tu as grandi étant plus jeune. D'accord. J'ai grandi à Madagascar. J'ai eu la chance de grandir avec ma famille, ma grande famille, je vais dire. J'ai habité avec vraiment toute la famille dans la maison de mes grands-parents en fait, à Manakamain et j'avais la chance d'être vraiment très proche de mes frères. Tout d'abord, j'ai 2 petits frères. Et aussi de mes cousins. Je pense qu'on était plus de 13 à la maison. Ah oui. Et okay, ouais. Et c'était vraiment, je dirais, une expérience géniale de pouvoir partager des choses, d'être proche, je dirais, de mes cousins, de ma famille, de cette façon-là. Et puis je me souviens, les dimanches, c'était soirée soirée film ou bien on mangeait souvent ensemble. On avait une grande villa, mais on avait cette chance-là et je pense que grâce à mes grands-parents surtout, je pense que comment on appelle ça, la valeur de la famille et de l'amour et de l'entraide, ça a été vraiment très fort dans notre famille et puis je pense que ça a été les valeurs qui m'ont aussi guidée dans la vie et puis je vois ça dans le travail que je fais. En tout cas, je vais pas m'étaler, mais à peu près c'est comme ça que j'ai grandi. Quand tu dis cousin, il y avait des cousines aussi ou c'était cousin, que des gars? Cousine. Ok, d'accord. Cousin, cousine, oui. Ok. Parce que j'allais dire, c'est vrai, si vous étiez du coup 16 du coup et que t'étais la seule fille, j'allais dire, tu devais sentir overprotected. Ah mais c'est vrai, les cousins ils étaient protecteurs. On était vraiment je dirais très proches et unis et c'est encore le cas. On reste, même si on est vraiment aux 4 coins du monde, là on est toujours vraiment proches et j'apprécie vraiment ce fait-là qu'on ait grandi comme ça et que on s'entraide comme ça et voilà. Ouais, c'est beau ça. Et d'ailleurs quand t'étais plus jeune, est-ce que t'étais plutôt du type tu sais celle qui est tout le temps super active ou t'étais plutôt celle qui était posée, tu vois? Dans mes souvenirs, j'étais vraiment très timide. Mon père me disait que j'étais hyperactive. Donc, quand j'étais plus jeune, je pense que j'étais assez hyperactive. Après, à l'école, je pense que je suis du genre introvertie, mais je suis extravertie on demand. Comment on appelle ça? Genre, quand il le faut, je vais parler, mais si j'ai à choisir, j'aime rester dans mon petit cocon et puis me régénérer là-dedans et puis avoir mon petit moment à moi.
Donc, je suis plus comme ça. Cette capacité un petit peu, comme tu dis, on demand, comme quand tu allumes la lumière, tu vois, de pouvoir passer en mode bon là il faut que je sociabilise, etc. Exactement. Tu vois, etc. C'est quand même pas mal parce qu'il y en a qui n'ont pas cette option, enfin en tout cas qui l'ont pas encore beaucoup développé. Et je pense que c'est quand même un atout plutôt pas mal. Ouais. Mais je pense que je l'ai eu que plus tard, surtout dans le travail que je fais où il faut que je parle avec des gens. Je sais pas que c'est pas authentique, c'est plus que ça me prend plus d'énergie quand je le fais. Okay. Et après, quand j'ai une journée où je suis à une conférence où j'ai que ça, par exemple, le lendemain, je suis en mode, ok, je suis dans ma petite chambre, je suis dans mon petit cocon et puis je régénère. Voilà. Avec le téléphone en mode ne pas déranger. Un peu, oui. Ok. Et genre, par exemple, justement, quand toi, t'es dans ton cocon, quel type d'activité, on va dire, te réconforte, te régénère, te stimule justement, soit t'es plus dans la lecture, t'es plus dans, je sais pas, l'écoute de musique. C'est très intéressant ce que tu dis. Alors j'aime dormir. Ok. En fait, c'est marrant de le dire, mais je suis le genre de personne qui a besoin de 10 heures de sommeil. J'ai jamais les 10 heures, mais je suis du genre, quand j'ai mes 10 heures, je suis très contente, mais j'ai presque jamais ça. Okay. Mais j'aime dormir, j'aime prendre ce temps-là pour vraiment, littéralement, régénérer mon corps et mon énergie. Je suis dyslexique, mais j'adore tout ce qui est livres. Donc j'aime les livres, je vais les lire, ça me prend du temps, mais j'écoute plus tôt. Donc parfois j'ai même le livre avec moi et j'écoute en même temps pour que ça passe plus vite. Okay. Mais je fais des podcasts, j'écoute des livres. J'aime aussi chanter, j'aime écouter de la musique. J'aime passer du temps aussi à juste, hangout, à passer du temps avec les amis, à juste parler de sur quoi on se focalise sur le moment, vraiment, parler avec les amis. C'est comme ça que je me régénère ou je vais en voyage. Ok. Quelque part, ça va pas être dans un autre pays, ça peut être juste à quelques kilomètres où il y a de l'eau, il y a de la nature pour que j'essaie de vraiment... Ouais, je pense régénérer dans ce sens-là, mais vraiment dans le sens où j'oublie, en fait, les soucis, si on peut dire, ou le stress de la vie, et puis je me reconnecte avec la nature, avec moi-même aussi. Alors, il y a deux choses auxquelles j'aimerais répondre. Je trouve que c'est très intéressant le fait que tu mentionnes le sommeil, parce que je pense qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on est, on est limite fier de dire, par exemple, j'ai dormi que 3 heures, tu vois, et tout, parce qu'on disait que ça montre que t'es quelqu'un qui bosse, pas très loin du H24, tu vois. Alors que pourtant, c'est scientifique, le sommeil, c'est quelque chose d'hyper important. Genre, vraiment, je sais pas, je me rappelle plus la science, elle dit qu'il faut quoi, au moins 7 ou 8 heures, je me rappelle plus l'un des deux, au moins pour être, pour que ton corps puisse, et ton esprit, du coup, en plus, puisse être prêt pour les défis que tu vas aller faire subir, quoi, tu vois. Ah, je suis d'accord. Et je veux juste rebondir là-dessus. Parfois, et je comprends, il y a des gens qui ont juste besoin de 7 heures, et c'est tout à fait ok, même 5 heures, et ils se sentent vraiment d'attaque. Mais moi, personnellement, j'ai besoin de plus de 8 heures. Et je pense au début, je suivais ces gens qui parlaient de dormir très tôt, et puis se réveiller très tôt. Si ça marche pour eux, j'ai essayé de le faire à un moment, mais je me réveille, je suis juste super fatiguée. Mais je pense pour moi, ce qui a marché, c'est plus essayer de travailler d'une façon qui est plus intelligente, dans le sens où je vais directement faire les choses que je sais vont m'aider à atteindre l'objectif qu'on a. Parce qu'à la base aussi, je pense... c'est la société de consommation, c'est le capitalisme aussi, qui fait que tu te dis je vais être productive du moment que je suis dans mon bureau et que je fais quelque chose, je suis productive. Mais en fait, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es dans ton bureau qui fait que tu es productive. Et moi, je pense que c'est par rapport à ça que moi, j'évalue les choses. Et quand je me dis, voilà, les 3 trucs que je voulais faire de la journée, j'ai fait ça, c'est bon, c'est parfait parce que voilà. Okay. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai commencé à vivre aux États-Unis, cette mentalité capitaliste, je dirais, qui est très... parce qu'à un moment aussi, quand je fais pas mon travail, au début, je me sentais vraiment coupable et je me dis, ah là, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Même quand j'allais dehors et que je lisais un livre où j'étais dehors et j'étais avec la nature, je me disais, peut-être que je peux écouter un livre là, je vais être productive, je suis dehors et en même temps, faut que je fasse un truc qui me donne cette impression que je fais, en fait. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure que c'est quand tu es, en fait... Non,
c'est très deep. On aime les deep ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps de le comprendre, mais en fait, la différence entre être et faire, c'est très différent. Et quand je suis, en fait, j'arrive à être plus intentionnelle dans ce que je fais. Et je pense que c'est ça qui m'a intentionnellement fait réaliser que j'avais pas en fait à faire tout c'est tout doux, surtout répondre à des emails, bien sûr les emails qui sont vraiment importants, c'est pas que je réponds pas à mes emails, mais je les priorise. Et c'est pas qu'elle vous snob du coup depuis 3 ans, mais en fait c'est juste que mais je veux dire prioriser les choses, savoir les aligner avec ta vision globale et tes buts en fait fait que je sens que ça a changé ma perspective d'être productive et de faire les choses en fait. Et donc, c'est comment aujourd'hui, comment tu prépares ta journée? Tu te fixes, par exemple, one big task, enfin, un gros truc à faire, et puis après, par exemple, 2 moyens et 3 petits, ou c'est comment que tu... Ouais. En fait, ça dépend, c'est toujours très différent, ça dépend vraiment des deadlines, ça dépend des projets, mais pour moi, c'est plus, j'essaie de faire de 3 à 5. Ok. Et je mets les choses que je sais que je veux pas faire. Il y a des choses que je sais, je suis vraiment, comment on appelle ça, je peux les faire sans avoir à être me sentir très, c'est quoi le mot, que ça va me prendre toute mon énergie en fait. J'essaie d'aligner en fait mes forces avec ce que je dois faire et tout ce que je sais que je ne peux pas faire, je donne soit aux personnes de mon équipe qui peut le faire, soit quand je sais que je suis la seule qui peut le faire, je vais le mettre en priorité parce que c'est là où je trouve, je mets toujours de côté, je vais procrastiner, mais au final, il faut que je le fasse. Donc, je me force vraiment pour les premières minutes. Je vais les faire, par exemple, je sais pas, envoyer un email qui va demander des fonds à quelqu'un, par exemple. Je vais mettre ça de côté parce que je me dis, j'ai pas envie de demander de l'argent là aujourd'hui, ou bien j'ai pas l'énergie. Donc, je mets ça de côté, mais après, je sais que ça c'est en alignement direct avec le projet qu'on va faire, par exemple, sur le terrain. Donc, il faut que je fasse ce follow-up là aujourd'hui. Donc, je pense que c'est par ordre de priorité selon les deadlines par rapport à mes forces et puis je délègue le reste à l'équipe. Et je reviens du coup sur le deuxième point que je mentionnais, c'était tu disais que tu aimais bien te déconnecter, tu vois, par exemple, ne serait-ce que changer d'air, changer de cadre, dès qu'il y a un point d'eau par exemple, ou de la végétation. Comment est-ce que toi tu fais d'un point de vue pratique et psychologique pour déjà de réellement te détacher, mais pas juste par exemple tu vois tu vas par exemple disons à 2 heures de Tana, et puis une fois que tu arrives à destination, t'es là, tu penses encore à la réunion que tu dois préparer pour demain, tu vois, etc. Et comment aussi est-ce que tu fais pour gérer justement ce retour après à la réalité pour être directement opérationnel et bien plugué sur les différents trucs qu'il y a à faire, tu vois? Parce que là, je pense que c'est un vrai truc, tu vois, par exemple, quand les gens ils vont quand tu vas en vacances par exemple, tu reviens au boulot, t'es là, on dirait que t'es un peu déphasé là pendant quelques heures, quelques jours, tu sais pas trop, tu vois ce que tu fais. Je comprends tout à fait. Je pense que c'est difficile parce que d'abord quand je vais là-bas, il y a des fois où je peux pas vraiment déconnecter parce que il y a peut-être je suis intentionnelle. Disons qu'on a eu un très gros événement. On a eu un événement par exemple la semaine et c'était vraiment très taxant en termes d'énergie et puis et là je me dis j'ai besoin de juste un samedi pour aller quelque part par exemple. Là je parle quand je suis aux États-Unis ou ici. Quand je suis aux États-Unis, j'arrive vraiment à unplug dans le sens où je mets vraiment mon téléphone de côté et je me dis vraiment, cet après-midi, je vais pas toucher, je vais faire autre chose. Et là, je dis à l'équipe, je vais prendre l'après-midi et je reviens. Par exemple, quand vraiment je sais que, tu vois, quand tu es tellement dans le truc que tu te sens vraiment, c'est quoi, overwhelmed? T'es submergé, quoi. Tu es submergé, littéralement submergé de choses. Et c'est là, en fait, que ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est que quand je commence même juste à marcher ou à aller quelque part, et que j'essaie de mettre, d'abord, je mets tout sur papier. Je mets tout sur papier, tout ce qui me stresse. J'appelle ça brain dump. Je mets ça sur papier, toutes les choses que j'ai dans ma tête. Et puis, je les mets sur le papier. Je me dis, je vais m'occuper de vous quand je reviens. Et puis, je pose juste pour me faire un point mentalement que c'est là, mais j'ai pas à le faire maintenant. Et puis là, ça me donne l'opportunité quand je pars. Je dis à l'équipe et je vais juste être déconnectée, soit
soit je ferais vraiment pas bien mentalement, ou je me dis j'ai besoin de break et je leur dis. Et puis après, là, je vais dans ce coin-là. Il y a des moments où je pense encore à la chose, et je pense que c'est très naturel après d'avoir des pensées, mais je pense que c'est plus créatif dans ce sens-là, où je vais là-bas et c'est en fait des solutions qui m'apparaissent comme ça, vraiment naturellement. Et là, c'est pour ça que je prends vraiment ces moments-là où j'essaie d'arrêter de penser au travail, et puis naturellement, j'ai des réponses quand je reviens, en fait. Wow. Par contre, quand je reviens, il y a cette sensation où je me dis, c'était trop bien d'avoir rien fait pendant un petit moment. Et puis, là, tu reviens et tu dis, il y a tout ça qui m'attend. Mais je pense que j'ai plus je me suis donné assez j'appelle ça du self-love. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais je me donne ce temps-là que je voulais, je me donne le temps, en fait. Voilà. Qui me donne cette sensation que je me suis donné à moi-même. Et là, je peux donner en retour maintenant. Et c'est après, je regarde la liste et puis je commence à prioriser, je commence à faire les mêmes choses, mais j'ai besoin de ce break-là pour avoir cette perspective. Voilà. Ok. Alors. Mais c'est pas facile. Ah bah non, bah. Alors moi c'est que j'ai découvert ton profil en étant sur LinkedIn. Et bon, je pense que c'est les réseaux où je suis le plus actif, en tout cas à moi personnel. Et tu sais qu'il y a deux choses qui m'ont marqué, et donc je vais faire dans un ordre chronologique. Ok. Déjà, bon, t'as étudié à Brown University. Pour ceux qui ne savent pas, Brown, enfin ça fait partie de la Ivy League, donc c'est un peu les universités de grand prestige qu'on trouve aux États-Unis. Je crois j'ai regardé hier, le taux d'acceptation c'est genre 5%, un truc comme ça, donc il faut vraiment être chaud de chez chaud pour intégrer. Peut-être, alors je sais que tu en as déjà parlé, mais moi je veux quand même savoir si t'as un conseil à donner aux jeunes qui vont nous écouter, tu vois, qui rêvent de pouvoir aller dans ces grandes universités, parce que, encore une fois, Brown, c'est comme si je disais, je sais pas, Yale, Harvard, je sais pas si Columbia fait partie de l'Ivy League, oui, je pense. UPenn, et ce serait quoi, tu penses, un peu les trucs qu'il faut vraiment prendre en compte et qu'il faut préparer, tu vois, pour pouvoir espérer un jour, tu vois, rentrer dans des grosses universités comme ça. Ouais. Bah écoute, j'aurais jamais rêvé aller dans ce genre d'université. Quand j'étais à Madagascar, je regardais, c'est quoi déjà, Gossip Girl, je crois. Ouais, et puis justement, il y avait Brown. Ces choses-là, en fait, c'était au-delà de moi, je me rappelle. Mais ce qui s'est passé, en fait, je vais peut-être partager comment ça s'est passé, et puis les leçons que j'ai prises par rapport à ça. Alors, moi, quand je suis arrivée, pour moi, à la base, j'ai fait mes études à Madagascar. J'ai vraiment vécu ici. Et quand j'ai eu mon bac, j'étais en série ES. Mais je voulais faire de la psychologie, je voulais me connaître un peu plus. Donc, j'ai essayé de faire ça à l'UCM. J'ai pas pu entrer cette année-là, donc j'ai fait sciences sociales appliquées au développement. Et après ma licence, en fait, après le bac, il y avait tous mes amis qui étaient partis en France, parce que je pense que c'était la route logique, je crois, quand tu vas dans des écoles françaises. Mais moi, j'avais toujours espéré aller autre part. Je n'étais pas sûre où, mais j'avais de la chance. En fait, il y avait ma tante qui était aux États-Unis en ce temps-là. En fait, elle voulait avoir, je dirais, une grande sœur pour sa fille, mais aussi, pour pouvoir ouvrir cette opportunité-là, cette voie-là pour les personnes qui étaient à la maison. Comme je dis, on s'entraidait beaucoup. Donc, c'était mon tour, on va dire, de partir. Et je me rappelle, je suis partie. J'ai refait, en fait. Il fallait que je fasse un test en anglais. C'est quoi, c'est TOEFL, c'est IELTS? C'était ça. Ça s'appelle. J'ai pas fait de test ici à Madagascar. Je suis arrivée là-bas pour apprendre l'anglais, en fait. Et c'était. Quand c'est arrivé là-bas que t'as appris l'anglais. Oui. J'ai fait les 2 heures qu'on fait d'habitude à l'école, mais c'était pas. Je pouvais pas vraiment parler. Je suis arrivée là-bas. J'ai fait une année en fait d'anglais, et ils appellent ça ESL, English as a Second Language. Et j'ai fait ça pendant une année. Mais en même temps, j'ai vraiment recommencé du début, en fait. Donc, je me suis dit, OK, on reprend tout. J'ai laissé vraiment beaucoup de choses derrière. Je me suis vraiment focalisée sur cette nouvelle, aventure. Et j'ai appris l'anglais. J'ai fait de la psycho cette fois. Et je me suis dit, là, je vais vraiment prendre le temps d'apprendre sur moi. Je me souviens, j'étais vraiment cette personne très
c'est quoi, timide, et en même temps aussi, je voulais juste me découvrir, voilà. Donc moi, c'était ça, j'allais à l'école, c'était boulot, dodo, aider la famille, revenir à l'école et tout. Et à ce moment-là, t'es déjà Brown? Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. J'étais à on appelle ça Community College, donc c'est une école de 2 ans, je sais pas, BTS, c'est ça qu'on appelle ça? Je pense, ça doit être ça, ouais. Oui. Et en fait, c'était, ils appellent ça Community College, et en fait, tu fais 2 ans là avant de transférer dans une plus grande université, comme Brown ou dans toutes les autres universités. En fait, j'ai fait les 2 ans. Et j'avais plus d'argent parce que voilà, c'est très cher en fait quand tu es international, que ça soit dans d'autres, dans le pays, aux États-Unis, les études c'est très cher, et pour quelqu'un qui n'est pas américain, tu dois payer 2 à 3 fois plus que ce que les Américains paient. J'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai eu le support de ma tante, de ma famille, mais en même temps à côté je faisais 3 jobs, j'étais babysitrice, j'apprenais les maths. Chose que j'y pense encore, je me dis comment j'ai pu faire ça. Mais je pense que c'est, entre guillemets, juste la façon française dont ils apprennent les maths. C'est très facile de l'enseigner. Et puis, je pense que c'est ça qui a fait que les Américains, ils ont bien aimé la façon dont j'apprenais les maths, entre parenthèses. Mais après ça, j'étais aussi, ils appellent ça Sexual Assault Peer Educator. Je sais pas comment traduire. J'étais éducatrice des jeunes, tout ce qui était le lien entre l'alcool et puis les viols, voilà. Et puis aussi tout ce qui était violence en fait. C'est comme ça que j'ai pu finir les 2 ans, voilà. Mais après j'avais plus d'argent, et puis je me rappelle, je parlais avec mes profs, ils me disaient ton GPA, donc tes notes, elles sont presque parfaites. En plus tu es très active en dehors de l'université, tu devrais essayer d'appliquer pour une bourse. Et là, je me suis dit, OK, j'essaie de voir. Et il y avait une bourse qui s'appelait Jack Kent Cooke Transfer Scholarship. Donc, en gros, c'est une bourse pour les personnes qui transfèrent d'une petite community college à la plus grande université. Et je me rappelle, la première année d'abord, j'avais vu l'application et j'ai regardé, c'était, oh mon Dieu, je crois que ça faisait 10 pages. Et j'avais plus qu'un mois. Et je me suis dit, je vais juste voir qu'est-ce qu'ils cherchent en fait là-dedans. Et puis j'ai regardé. Et puis l'année d'après, c'était après que je finisse mes études, mais j'avais droit à une année où je pouvais travailler en dehors de l'université. Donc c'est là où j'ai compris ce qu'ils cherchaient en fait. Les États-Unis cherchent quelqu'un qui sait d'où il vient, où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre cet objectif-là. Donc en gros, c'est une histoire qu'ils cherchent. C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Où est-ce que tu veux aller? Et qu'est-ce que tu as fait pour montrer que tu veux aller là où tu veux aller? Et à la fin, en fait, les bourses aux États-Unis, c'est des investissements qu'ils font aux gens, en fait. C'est comme ça que je le vois. Ils ont investi. J'ai eu la bourse, en passant. J'ai eu la bourse, et puis, et là, en fait, c'est là qu'ils m'ont dit, il faut que tu appliques à une plus grande université. Et ils te donnent des choix, ils te donnent les Ivy League, ils te donnent des autres universités. En ce temps-là, j'avais appliqué à Georgetown. Georgetown, c'est en Virginie, là où j'étais. Donc, je me suis dit, je veux rester avec la famille. Donc, j'ai appliqué là. Mais après, j'ai eu une personne qui a eu la bourse avant moi, qui était à Brown. Et elle a dit, tu devrais appliquer à ce programme. C'était pour les gens qui ont eu un parcours qui n'est pas traditionnel, donc qui était à l'école, plus à l'école, qui veulent continuer. Parce que j'ai fait ce parcours-là, j'ai refait, j'ai pris un break, j'ai travaillé ici et là. Et là, j'applique, et Georgetown me revient. Même avec la bourse, il faut que je paie encore, en fait, tout ce qui est en dehors. C'était pas full scholarship, du coup? Non. Okay. Pour Jack Kent Cooke, c'était pas full scholarship. Il y avait, je crois, il y avait un cap, mais c'était déjà énorme. Mais avec le fait que j'étais internationale, il y avait encore des coûts en plus, et moi je me suis dit ah là là, c'est cher. Mais après Brown est revenu, ils m'ont donné full scholarship on top, en plus de la bourse que j'avais déjà. Et, en ce temps-là, enfin Brown c'est à Rhode Island, donc un peu plus haut que Virginie, vraiment à 10 heures je pense. Et là je me suis dit ah là là, il y a pas de je vais pas, je vais aller à Brown. Mais en ce temps-là, c'était plus je veux rester avec ma famille, mais après j'ai réalisé que ça m'avait vraiment permis de grandir. Et puis et voilà, en gros, c'est ça la chose que j'ai pu voir dans toutes les applications qu'ils ont, c'est connaître qui tu es, parce qu'ils peuvent pas te voir, ils vont lire ça à travers ce que tu écris. Donc quelle est l'histoire que tu veux leur raconter? Et on a tous une histoire.
vraiment une histoire qui est personnelle, qui est unique. Et si tu arrives à vraiment mettre ça en exergue, hein, sans avoir à... Parce que c'est ça, j'étais vraiment très... C'est quoi, raw, très... brute. J'étais vraiment ouverte. Je me suis ouverte, et en même temps aussi, et je pense ce qui m'a aidée aussi, c'était parce que j'étais très active, et en ce temps-là, j'étais active avec la Fondation Clinton, et je pense que dans ces temps-là, j'avais déjà une idée assez concrète de ce que je voulais faire. Et en fait, ils veulent investir en des gens qui ont une vision, en fait, de ce qu'ils veulent faire. Comme ça, ils savent, OK, cette personne, c'est à peu près qui elle est. Elle sait où est-ce qu'elle veut aller. Et voilà ce qu'ils veulent faire. Et moi, je veux m'associer en tant qu'université. Je veux m'associer à ça et je veux les aider à atteindre ça, parce qu'après, c'est leur prestige aussi, que voilà, il y a des gens qui font ci, voilà. Donc, vraiment ne pas avoir peur à partager ton histoire. Et ces universités, ils ont beaucoup d'argent quand ils vont aimer votre histoire. Mais aussi, si tu te fais rejeter, c'est juste peut-être que c'est pas le moment, essaie d'appliquer autre part, mais il y aura quelqu'un qui va s'aligner à ton histoire et à ta valeur, qui vont faire qu'ils vont t'accepter. Donc moi je dis ose, même si c'est au-delà de tes rêves, parce que tu sais jamais où est-ce que tu peux atterrir. Là, avant de passer sur la deuxième chose qui m'avait marqué en regardant ton profil LinkedIn, je voulais revenir sur deux choses avant qui étaient mentionnées. Je vais tout de suite poser les deux questions parce que j'ai peur d'oublier. D'accord. La première, c'est qu'en fait, quand je discute avec toi, c'est que je sens que ça a toujours été une part importante de ton journey, de ton aventure, le fait de mieux te connaître toi. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que, oui ou non, du coup, tu te connais mieux ou pas? Et la deuxième question, c'est un peu plus en rapport avec Brown, du coup. Tu as été à Mada, tu as vu aussi ce qui s'est donné en termes d'université aux États-Unis. C'est quoi les grosses différences vraiment? Tu vois, est-ce que je veux dire c'est légitime que dans notre esprit aujourd'hui, vraiment quand on dit Ivy League, ok, c'est effectivement au-delà du le fait que ce soit famous, etc. Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value, tu vois? Je vais commencer par se connaître soi-même. Je pense que tu vas jamais arrêter de te connaître, tu vas toujours évoluer, mais je pense que au stade où je suis, je pense que je me connais assez qu'il y a 10 ans. J'ai plus de clarté sur ce que j'aime, ce que je n'aime pas, sur quoi je vais mettre mon énergie, sur mon... C'est quoi purpose? Ouais, je sais jamais comment traduire ça. Je sais pas, raison, enfin, je sais pas, c'est un peu... Et je pense que cette raison de notre existence, elle peut changer au fur et à mesure, dépendant. Enfin, moi, je le vois comme ça à travers les mentorats que je fais, à travers les mentorats que j'ai également reçus. Je vois vraiment comment les carrières peuvent changer. Donc, moi, je me dis, là, maintenant, je me connais, je sais ce que j'aime et je vais aller là où ça va me mener par rapport à cette vision de pourquoi je suis sur Terre, en gros. Et donc, ça continue. Ça, je pense que ça s'arrête jamais. Aussi, à un moment, ce que j'ai réalisé, c'est que il y a des parties de moi que j'arrive à retrouver quand je suis à Madagascar et que quand je suis là-bas, j'oublie. Je parle avec des amis que je vois et il y a une partie de moi que j'ai oubliée qui resurface. Donc, je pense que c'est toujours moi, mais c'est juste des parties que je redécouvre quand je suis ici et ça fait toujours partie de moi. Mais je pense que j'ai une meilleure vision là, je dirais. Maintenant, par rapport aux universités, je pense que la chose qui m'a le plus marqué à Brown, parce que je vais dire la vérité, moi, à Brown, ce que j'ai vraiment took advantage of. T'as vraiment profité. En fait, quand j'avais fini mes études en SSAD, j'avais fini la psychologie, et puis là, j'allais à Brown. Donc, je faisais maintenant de la sociologie et de l'entrepreneuriat. Ce que j'ai fait, c'est que Brown, en fait, et peut-être c'est ça qui fait qu'elle est unique dans le sens où tu peux créer ton propre parcours. Donc, moi, je savais, en entrant à Brown, ce que je voulais faire. Donc, je prenais que des classes qui s'alignaient à ça. Et je pense qu'on n'a pas encore ce privilège-là à Madagascar ou, je sais pas, dans d'autres... Même aux États-Unis, je pense que c'est l'une des seules universités où tu peux faire ça. Et c'était à mon avantage parce que je savais en fait ce que je voulais et ce que je voulais pas. Donc je prenais des classes vraiment sur comment gérer une organisation, c'est quoi le leadership. Je prenais ça vraiment intentionnellement, ce qui fait que mon temps à Brown m'a permis de
vraiment explorer ce que je voulais faire. Parce que je pense quand j'étais à l'université, quand j'étais plus jeune, et je pense que c'est peut-être aussi l'âge, parce que j'avais déjà plus d'expérience en ce temps-là. Quand j'étais à l'université en SSAD, je prenais les classes, j'aimais pas, mais j'avais pas vraiment de but précis. Je savais que je voulais travailler aux Nations Unies dans ce temps-là. Je savais déjà que je voulais faire un impact, mais je savais pas comment exactement. Et je pense que ça c'est différent. Cette flexibilité de pouvoir découvrir et même expérimenter. Je prenais des classes que je ne savais pas si j'allais aimer, mais j'expérimentais. Donc ça, c'est différent. Et puis toutes les opportunités aussi qui vont avec. Donc ils ont beaucoup de choses qu'ils offrent sur le campus, en dehors du campus, que je pense que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Mais je vois déjà qu'il y a des clubs à Madagascar, dans les différentes universités, mais dans le sens où, par exemple, ce qui a lancé Women, c'était l'organisation que j'ai initiée, c'était un incubateur. Ils avaient un incubateur dans l'école qui a fait que j'ai pu passer là-dessus. Quand c'était fini, j'ai partagé une vidéo et puis elle a été partagée massivement. Mais pour te dire, il y avait des opportunités pour t'aider à grandir dans l'université, mais il fallait que tu saches où est-ce que tu voulais aller. Par contre, ce que je trouve qui a été vraiment un atout pour moi, c'était que quand j'étais à Madagascar, j'ai tout ce qui était dans le système français, mais aussi ce que j'ai appris, parce que j'ai fait aussi un bac malgache. J'ai vraiment appris beaucoup de choses dans comment naviguer les différents cours. C'est très, quand tu écris quelque chose ici dans le système français, il faut que tu aies vraiment une logique. Je pense que ça te permet d'avoir un esprit plus critique. Et en fait, à l'université, c'est des multiple choice. Et il faut que tu régurgites juste. Mais au niveau de Brown, il y avait plus ces essais-là où c'était en accompagnement. Mais je pense que ça m'a aidé à avoir une meilleure, je dirais, j'étais plus apte et prête à affronter ce genre d'université. Est-ce que quand tu rencontres des gens, quand tu discutes avec les gens, et que t'en arrives à dire que t'es étudié à Brown, tu vois, est-ce que les gens je dis pas qu'ils écoutent un peu plus, tu vois, mais est-ce que tu sens quand même que ça a un poids, tu vois, quand même. Ouais. Si, en fait, j'aime pas parce que à un moment, je dis, ou ils savent que je viens de Brown, et puis ils disent, ou bien il y a un truc que je sais pas, ils disent, mais tu viens de Brown, comment ça se fait que tu sais pas ça? Et ça, vraiment. Du coup, c'est à double tranchant. Vraiment. Mais au début, ça m'agaçait, mais là, je suis en mode, écoute, il y a des choses que moi je sais que toi tu sais pas, mais il y a des choses que tu sais que moi je sais pas. Donc, j'essaie de le prendre comme ça, mais il y a cette pression-là, oui, c'est vrai. Mais au final, je me dis, tu as appris ce que tu voulais apprendre. C'est vrai que tu as la chance d'avoir ce nom-là attaché à toi ou à ton trajet qui donne plus d'opportunités, d'ouverture en termes de portes qui s'ouvrent pour toi. Mais après, je pense que c'est laissé de côté, c'est peut-être des préjugés, je dirais, ou bien juste des projections aussi. Mais il y a les deux, je dirais. Je me trompe. C'est l'une des expériences les plus transformatives de ma vie, d'avoir intégré cette école, université. Alors, du coup, là, je passe au deuxième point qui m'a marqué quand je suis allé sur ton profil LinkedIn. C'est que je t'ai vu sur une photo, du coup, avec l'ancien président des États-Unis et former First Lady, Bill et Hillary Clinton. Je me suis dit, mais bon, déjà rencontrer des anciens présidents, c'est une expérience de vie. Je pense que c'est pas tout le monde qui est amené à vivre. Mais rencontrer l'ancien président et l'ancienne First Lady des États-Unis d'Amérique, je pense que c'est un autre délire aussi, tu vois. Et donc je me suis dit, mais dis donc, elle a vécu des trucs, tu vois. C'est quoi un petit... Et donc après, j'ai vu, bien sûr, que tu as travaillé pour la fondation Clinton. Comment tu t'es retrouvé là, tu vois, c'est quoi un peu l'histoire behind the scenes, un petit peu qui t'a amené là, quoi, tu vois. Ok, je vais essayer de revenir en arrière. En fait, c'était quand j'étais à mon community college. C'est là que ça a commencé. J'étais le genre de personne qui était vraiment... Et je pense que j'ai envie de partager ces histoires-là pour aussi montrer que... Parce que je sais que je viens de très loin et j'aurais jamais imaginé que j'aurais un jour eu la chance d'aller aux États-Unis, de rencontrer ces personnes-là. Mais je pense que à travers peut-être ce que je vais partager, ça vous donnera, ça donnera aux personnes qui écoutent une idée de comment est-ce que tout est, je pense, vraiment possible à un moment. Donc moi, j'étais dans ma petite bulle, voilà, j'étais à l'école et tout, et en fait, il y a un jour où
il y avait une annonce, j'aime beaucoup manger. Il y avait une annonce qui disait dans l'université bouffe gratuite en gros. Et je suis entrée là-dedans. En fait, c'était une conférence pour des femmes. Et ils ont pas dit que c'était une conférence, ils ont juste dit bouffe gratuite. C'est les deux en fait. Ah ok. C'était une conférence et puis il y avait des à manger gratuitement pour avoir les gens intéressés, j'imagine. Et donc je suis entrée, je me suis dit ok, un break, je prends mon sandwich, j'écoute. Il y a des gens là il y avait que des femmes dans la salle. Et il y avait une fille qui avait 19 ans et elle était là en train de partager un projet qu'elle faisait avec le président, parlant de président, l'ancien président Barack Obama. Elle avait 19 ans, j'étais là en train de manger mon sandwich et je me suis dit, waouh. Mais j'écoutais, les autres personnes disaient les mêmes choses. C'était ma première, je dirais, c'était la première fois où je voyais en termes de représentation des jeunes femmes qui faisaient des choses. Et je pense que j'avais pas ça, moi, à Madagascar quand je grandissais, mais je pense que c'était le premier point, je dirais, qui a vraiment titillé quelque chose en moi, je dirais. Et là, j'ai vu ces filles-là, elles avaient une table, j'ai rejoint la table, là, elles commençaient à parler d'autres opportunités. Et là, il y avait l'opportunité Clinton, ça s'appelle Clinton Global Initiative. Et en gros, ils cherchent des élèves qui ont des projets et pour qu'ils deviennent des entrepreneurs sociaux en gros. Et j'avais vu cette annonce-là, j'ai regardé, c'était toutes les applications aux États-Unis, c'est de 10 pages ou je sais pas, c'est super long. Mais quand elle m'avait dit allez, on va appliquer, j'ai commencé à traîner avec elle d'abord. Et puis après là, c'était une opportunité, j'ai regardé. En ce temps-là, j'étais une éducatrice comme j'avais dit dans l'école. Et ce que j'avais vraiment apprécié dans mon rôle, c'était que on apprenait aux jeunes en fait tout ce qui était violence, tout ce qui était impact de l'alcool sur les violences, que ça soit d'ordre verbal, émotionnel, psychologique ou sexuel. Et là, j'ai eu cette épiphanie où je me suis dit, j'ai envie d'emmener ça à Madagascar. Je sais pas comment, mais j'ai envie d'avoir un module pour enseigner aux jeunes ce que c'est en fait pour avoir au moins une idée avant que tu n'entres dans des relations amoureuses, amicales. Et là, le projet, en fait, l'appel à projet cherchait des jeunes qui avaient des idées pour essayer de changer cette idée en quelque chose de concret. Donc voilà, mon idée, c'était emmener cette expérience à Madagascar. Et aussi, ce qui m'avait vraiment, je pense que cette curiosité que j'ai toujours eue, mais aussi cette ouverture à l'incertitude, je dirais, parce que il y avait ce sandwich-là, je suis allée. Parce que là, je fais une petite réflexion. J'aurais pu ne pas entrer là, mais je suis allée. J'aurais pu ne pas parler à cette fille-là, mais j'ai parlé à cette fille-là. Et puis, j'ai vu l'opportunité. Ce qui m'a vraiment aussi ouvert l'opportunité, c'était que c'était à Boston. J'étais jamais à Boston en ce temps-là. J'étais juste en Virginie. Donc, j'ai vu, ils allaient couvrir tout ce qui était conférence, aller là-bas et tout. Donc, je me disais, j'ai envie d'aller là-bas, je vais appliquer. Donc, être ouverte aux opportunités. Ensuite, j'ai appliqué, 2 mois après, ils me reviennent. Sur les 1000 applications, j'ai été retenue, donc j'étais l'une des personnes qui était retenue. Et là, je vais à Boston. Et c'est la première fois de ma vie que je vois d'autres jeunes, en fait, qui font des choses dans le monde. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est juste une idée que j'ai encore dans ma tête, là, c'est même pas vrai. J'avais des moments de, je suis une fraude, là, parce que je fais rien du tout. Et je me souviens, à un moment, dans la salle, tu peux prendre une photo avec l'ancien président Bill Clinton. Et là, je vois tous les élèves, on est une centaine d'élèves, on se met là et puis ils restent à leur place. Et moi, j'y vais. Et ils disent, prenez une photo et posez-lui une question. Et là, j'y vais. J'ai rien en tête, mais je vais chez lui. Puis après, je prends un selfie avec lui et puis je reviens. Donc, c'était ma première fois où je l'ai rencontré. Mais tu lui as posé la question ou pas? J'ai juste dit, bonjour, je m'appelle Francesca, je voulais juste vous dire que je suis très heureuse de vous rencontrer. J'avais pas de questions du tout, je suis revenue. Je reviens, il y a le groupe de personnes qui a dit, alors tu as posé quelle question? J'ai dit, j'ai rien posé, j'ai juste pris une photo. Il m'a dit, non mais comment t'as fait? Parce que en fait moi je me dis c'est Bill Clinton et j'ai pas de questions et en fait il a fait tellement de choses. Et puis j'ai dit justement c'est Bill Clinton, il a fait tellement de choses que je veux prendre une photo avec lui et peut-être que je vais plus jamais le voir. Mais j'ai réalisé là en fait que en lui parlant et en m'introduisant, il était tellement calme, il avait une aura qui faisait que je suis pas quelqu'un qui va me mettre au-dessus de toi. Il faisait en sorte qu'on soit tous à l'aise, en fait. Ça, c'est la première chose qui m'a vraiment tiqué. Je me suis dit, j'aime cette sensation que ces gens qui ont fait des choses peuvent te mettre vraiment autant à l'aise et que, en fait, on est juste des humains. Et c'est la première chose qui m'est venue en tête que, qu'importe ce qu'ils ont fait, qu'importe vraiment. Et je respecte ce qu'il a fait, mais à la fin de la journée, c'est une personne comme toi et moi. Donc, c'était je pense, le premier déclic que j'ai eu.
Ensuite, j'ai rejoint la Clinton Foundation. J'ai pu faire le projet que j'ai avec Oumena. Et puis, après 3 ans, parce que j'ai pu vraiment mettre cette vision en action, j'ai été appelée à être un mentor. Un mentor. C'est pas un menteur. Un mentor. Et puis, et en gros, je partageais mon expérience avec d'autres personnes qui ont le même chemin. C'était des étudiants cette fois qui avaient la vision de faire quelque chose. Et après, je pense 4 ans, au sein de la Clinton Global Initiative, on m'envoie un email et on me dit on t'invite à la prochaine Global Initiative. Tu vas être reconnu sur scène par le président Bill Clinton pour le travail que tu as fait. Et là, je panique, je suis en mode, waouh, je vais. Donc, en gros, c'était vraiment une suite de choses. C'était la deuxième fois où tu l'as revu, en fait. Je l'ai revu. Ouf, ouais. Mais cette fois, je l'ai vraiment serré la main. Ouais. Il m'a introduit aux personnes dans la salle. Il y avait, c'était une salle de 1000 personnes où, il reconnaissait en fait le travail de personnes qui ont commencé à la Clinton, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis et le travail qu'on fait dans le monde. Et puis on était 2 personnes et puis il a reconnu le travail d'Oumena sur scène. Et puis quelque chose qui m'a vraiment touchée, c'était encore une fois cette aura qu'il a. En fait, il y a 1000 personnes dans la salle, mais je sens que son aura me regardait. Je le vois même pas, il est derrière moi, mais il arrive à te faire sentir vraiment à l'aise. Et que, voilà, je te vois et j'entends ce que tu dis. Mais c'est pas un aura qui t'oppresse, du coup, non, en fait. Non, en tout cas, c'était mon expérience. Il a un charisme qui est vraiment très subtil, je dirais. Il va pas parler fort ou quoi que ce soit, mais dans la façon dont il parle, dans la façon, et je suis sûre que, voilà, il a appris ça toute sa vie, mais c'était ça je le connais pas personnellement, je connais pas quoi que ce soit, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, quand j'étais sur scène, ce jour-là. Maintenant, la question que je me pose, en fait, c'est Oumé, en ce moment, t'es dessus full time. Enfin, c'est vraiment ton activité principale, du coup, en ce moment. Oui. J'ai la chance, on va dire. Alors, où est-ce que je commence? Je peux faire du début aussi par rapport à ça. Il faut. Okay. C'est mieux. Alors, cette vision, elle a été dans ma tête depuis ce projet-là, mais dans ce temps-là, c'était vraiment un projet où c'était juste... c'était plus pour briser, en fait, tout ce qui était cycle de violence domestique à la maison, en gros. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai appris, en fait, ce que c'était les violences verbales, émotionnelles et psychologiques, que j'ai réalisé que, avant d'être des violences physiques ou sexuelles, généralement, ça commence comme ça. Donc, cette réalisation, je l'ai eue en 2018, je crois. Et puis, je suis allée à Brown en 2018. Oui. Et ensuite, en 2018, je suis passée par cet incubateur qui était à Brown. Là, j'ai commencé vraiment à comprendre le problème. C'était vraiment, l'incubateur, c'était un endroit où on comprenait le problème qu'on voulait adresser, quelles étaient les solutions. Donc là, je commençais à apprendre un peu plus sur le problème. Je faisais des bottom-up research. Je parlais à des gens. J'envoyais des trucs sur les réseaux. Je disais aux gens, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous serez ouvert à parler avec moi? Donc c'est comme ça que ça a un peu commencé. Mais en 2019, à la fin de 2019, quand j'avais fini donc l'incubateur, j'ai posté une vidéo sur les réseaux et cherchais en fait des personnes qui pouvaient se reconnaître dans ce que j'avais dit. Et là, le jour d'après, la vidéo, elle est partagée massivement, pas juste à Madagascar, mais dans le monde. Il y avait 13 pays qui avaient partagé aussi. Donc là, je me dis, waouh, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et en fait, avant ça, j'étais je reviens juste un tout petit peu. Quand j'étais encore à mon université, je faisais partie d'un projet qui s'appelle Bibliothèque humaine. Et donc là, je partageais mon expérience vivant en fait ce genre d'abus en grandissant vraiment à Madagascar. Et là, j'ai été interviewée par MTV. Et MTV, je pensais que c'était la musique et tout, mais en fait, ils ont une partie qui est université aussi. Et je pense que quand j'avais partagé cette vidéo, c'était aussi partagé vraiment, c'était pas aussi massif que l'autre, mais c'était partagé par beaucoup de jeunes à Madagascar. Et là, j'avais pas pris le temps d'aller vers les personnes qui ont partagé, de leur demander pourquoi vous avez partagé. Quand elle a été partagée la deuxième fois, là, j'ai vraiment écrit aux personnes qui avaient partagé vraiment individuellement. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous avez partagé? Merci d'avoir partagé. Je pense que j'avais parlé avec plus de 500, 600, avec les personnes avec qui j'ai pu parler, ça m'a pris 1 mois. Ah ouais. Donc ça fait partie vraiment du bottom-up research, en fait. Et là, j'ai réalisé, soit c'est quelque chose qu'ils avaient vécu à la maison, au travail, à l'école. Et en fait, ça a validé, en fait, ce que j'avais commencé à rechercher, en gros. Et là, j'ai réalisé que,
ok, il faut faire quelque chose maintenant, parce qu'à la base je voulais finir mes études à Brown avant de vraiment commencer quelque chose de concret, parce que je me disais il faut que je sois prête, mais en fait fallait pas attendre. Donc là il y a eu cette communauté d'une je pense 50 personnes à ce moment-là qui avaient organiquement rejoint l'organisation, et on a commencé à concrètement vraiment parler ensemble, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et en ce temps-là j'étais encore à l'université, je crois que c'était au début de quand j'étais à Brown. Et j'ai fait tout ça, en fait. On a fait tout ça, on était tous des volontaires, en fait. Et vu que j'avais ma bourse, j'avais pas vraiment de pression financière ni quoi que ce soit. En plus, ça me faisait vraiment, ça me donnait cette raison d'être, en fait, que je faisais quelque chose qui aidait d'autres personnes. Ça m'aidait aussi, et vraiment, concrètement, je mettais ça en pratique, avec ma famille aussi, et puis avec les personnes qu'on formait. Donc après ça, j'avais fini mes études à Brown. Et là, je me rends compte, une année avant que je finisse, en fait, je réalise que pour pouvoir faire tourner ce qu'on fait, en fait, on a besoin d'argent, et il faut que ça soit, faut qu'on trouve des moyens. Et je pense que j'étais tellement focalisée sur la vision, sur tout ce qui était programmatique, que je n'ai pas vraiment pensé à comment faire pour qu'on soit plus pérenne. Mais on avait la chance, en fait, quand j'étais à Brown, c'était à travers des recherches, en fait, que j'avais l'opportunité de revenir à Madagascar, faire des projets, parce que voilà le genre d'opportunité que l'université donne. Mais après, quand j'avais fini, j'avais appliqué à un fellowship. C'est un genre de bourse pour entrepreneur social. Ça s'appelle Eco and Green. C'était ma deuxième fois où j'avais appliqué. La première fois, j'avais appliqué quand j'étais encore à Brown, et j'ai pas été acceptée. La deuxième fois, j'ai été acceptée, et là, je dirais, c'est une autre étape qui a changé ma vie, parce que cette fellowship me permet, en gros, de continuer le travail, en tout cas pour les quelques années encore qui viennent. Ouais, c'est-à-dire qu'il donne accès à des fonds, du coup, en fait, que tu peux... Ok, d'accord. Voilà, il te donne un stipend qui te permet, en fait, de faire tourner l'organisation. Bien sûr, il y a d'autres fonds que je cherche toujours pour faire tourner. Umena, à Madagascar. En fait, Umena est une organisation internationale. On est aux États-Unis. Et on travaille à Madagascar. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on tourne. Et donc quoi, t'as un staff et tout Oui, on a une équipe de 10 personnes dans notre core team à Madagascar, et on a plus de 100 volontaires actifs dans l'organisation. Ok, ah ouais, excellent. Et donc là, ça fait déjà quelques années du coup quand même que t'as... Voilà, 5 ans. Ouais, j'en profite, je peux. Ouais, sûr, vas-y. Alors là, je vais parler à la caméra. Vas-y. C'est notre anniversaire, ce 19 octobre. J'espère en fait que la vidéo va... je sais pas. C'est cette partie. On va faire le nécessaire. Ok, je reprends. Donc, ce 19 octobre, en fait, Umena fête son 5e anniversaire. Et on va célébrer ça à la salle Mamas, donc la salle Sainte Famille. Et ça sera une opportunité non seulement d'avoir tout le monde célébrer avec nous, mais c'est aussi une opportunité pour sensibiliser sur les impacts de l'abus émotionnel sur la santé mentale. Donc, une journée pour aussi sensibiliser sur la santé mentale, et on vous invite à venir à la salle donc à partir de 8h jusqu'à 15h le 19 octobre, samedi. Donc, c'est ouvert à tous, et j'espère que vous viendrez. Prenons note. Ok, bah c'est excellent. Et c'est quoi un peu les perspectives, un peu les projets sur lesquels, en tout cas que tu peux partager, bien sûr, que tu souhaites développer, car voilà, effectivement, ça fait 5 ans. Bon, maintenant, t'as fini tes études, t'es focus sur Women. Comment tu vois un petit peu l'avenir Ouais, en fait, à la base, en fait, ce problème-là, quand je dis tout ce qui est violence verbale, émotionnelle, psychologique, j'aime toujours poser la question aux gens. Peut-être que je peux te poser la question. Qu'est-ce que tu entends par là quand on dit ça? Mon tour de poser la question. Je t'embête. Qu'est-ce que j'entends donc quand j'entends abus Qu'est-ce qui te vient en tête? Déjà, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui laisse pas indifférent. Je pense que c'est la première des choses que j'ai envie de dire. Après, je pense qu'il y a... J'ai l'impression peut-être que c'est parce que justement je suis peut-être pas assez informé par rapport à toutes les initiatives qui se font, mais je pense que il y a encore beaucoup à faire. Je pense particulièrement à Madagascar, on est dans une société où on n'est pas du genre à... Quand on est victime de ces abus-là, en tout cas avec les personnes avec qui j'ai pu échanger, on est à la base pas du genre à partager ça. On n'est pas du genre à chercher de l'aide.
donc ce qui fait que les personnes qui sont justement victimes de ça se recroquevillent, enfin elles sont un peu seules face à ces problèmes-là. Et donc moi en tout cas je me dis que il y a à faire, il faut le faire, il faut que tu continues de le faire avec tout le staff et les bénévoles qui t'accompagnent. En tout cas, ouais. Dans un premier temps, en tout cas, c'est ce que je peux dire comme ça à chaud. Ouais. Merci en tout cas de partager ça, et je pense que c'est vraiment l'une des raisons pour laquelle on existe, c'est de sensibiliser sur le problème tout d'abord, parce que moi en fait je l'ai réalisé que vraiment très tard dans mon étude en psychologie, mais aussi quand j'ai été formée en tant qu'éducatrice au pair, donc avec les jeunes, travaillant avec les jeunes. Et en fait là j'ai réalisé, je me rappelle, il y avait un papier où il y avait en fait tous les signes avant-coureurs de ce que c'est la violence. Et en fait c'est tout ce qui est rabaissement, c'est les insultes qui sont répétées, c'est hausser la voix même, c'est tout ce qui est comparaison, sarcasme qui porte atteinte à la dignité d'une personne, c'est comment on appelle ça, name calling, un peu les insultes, mais aussi les petits mots on te donne des petits noms, voilà, par exemple, les petits noms qui touchent à ta dignité, encore une fois. C'est aussi l'invalidation des émotions, c'est le contrôle, c'est l'isolement d'une autre personne. Invalidation des émotions, excusez-moi. Je vais en parler un tout petit peu parce que c'est très nouveau. C'est ça en fait qui fait que on appelle le travail à Women's, on dit, c'est briser le cycle des violences émotionnelles, surtout les abus émotionnels, en faisant la promotion donc de l'intelligence socio-émotionnelle. Donc on se base sur ces émotions-là parce que c'est la solution qu'on a vue. Et je vais revenir là-dessus, mais revenir un peu à la définition. Donc tout ce qui est rabaissement, tout ce qui est contrôle, tout ce qui est aussi manipulation en fait, qu'on fait d'une façon répétée en fait. Si tu insultes une personne une fois, c'est ça en fait, on a vu aussi il y a une personne qui insulte une fois et puis ils disent tu fais de l'abus émotionnel, mais faut que ça soit quelque chose pour que ça soit un abus et de ce genre, il faut que ça soit répété. Et donc c'est tout on a vu donc en gros que c'est tout ce qui n'est pas abus physique ou sexuel en gros, parce que l'abus financier ça peut faire partie de l'abus émotionnel. Je me rappelle quand j'étais à Madagascar, quand je parle d'isolement par exemple, de contrôle, je me rappelle quand j'étais avec mes amis et tout, on se racontait des choses, on se disait par exemple mais il m'aime, non, on disait par exemple il me laisse pas sortir, ou bien il est jaloux, ou bien il me laisse pas faire ça, et puis la raison c'est juste mais c'est parce qu'il t'aime trop, c'est romantique et tout, parce que on n'arrivait pas en fait à voir ce que c'était, ce qui était plus sain et ce qui n'était pas sain, parce qu'on a grandi, on a été conditionné dans ce sens-là. Et dans le cas de l'abus émotionnel, c'est quelque chose qui a été hérité en fait de systèmes qui avaient été mis en place depuis longtemps, pas juste à Madagascar, mais dans le monde entier. Mais vu que je viens de Madagascar et qu'on veut adresser le problème à Madagascar d'abord, ça a été créé par système d'oppression comme système d'oppression, c'est un système qui a été créé par la société, où il y a un oppresseur et il y a un oppressé en gros, et ça dit en fait ça, il y a un récit qui se dit derrière que disons pour le colonialisme, que les personnes qui sont je sais pas de ce pays-là peuvent coloniser les autres de ce pays-là par exemple. Donc ça ça crée ces dynamiques en fait de pouvoir qui ont fait que cette forme de violence a été perpétuée. Et ça a été hérité en fait de vraiment très longtemps, et je dis ça parce que je pense que la raison pour laquelle on le fait encore, c'est parce qu'on sait pas en fait comment ça a commencé, on sait même pas que on le fait, on n'a pas de mots pour le qualifier, on a vraiment cette vision très blurry, très vague de ce que c'est en fait la violence psychologique, et ça commence comme ça commence comme ça avant de devenir des violences physiques et sexuelles. Et en fait, la solution qu'on a trouvée, je l'ai appris en psychologie, je l'ai appris à travers plusieurs de mes formations en apprentissage socio-émotionnel, que quand on passe par ce genre de violence, il y a un trauma qui se crée. Et dans le cas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un trauma collectif en fait qu'on a subi, qui fait que on l'a pris comme si c'était normal et on le reprend aussi. Donc ça crée un cycle. Et puis on pense que c'est normal. On voit des gens dans la rue crier sur leurs enfants. On voit, c'est inconfortable, mais on dit rien parce qu'on pense que c'est normal. Il y a des couples qui se chamaillent dans la rue. Il y a personne qui dit quoi que ce soit parce que c'est ancré maintenant dans la société. Mais en fait, tout ça, ça crée tout ce qui est faible estime de soi. Une personne ne va pas pouvoir se développer en tant que
ne va pas pouvoir développer ses potentiels. Et puis si tu vois ça dans un cadre plus large, il y a 84% des enfants selon UNICEF qui vit ce genre de violence à la maison. Et imagine comment ils vont grandir comme des adultes qui vont perpétuer ça, mais des adultes qui peuvent potentiellement ne pas atteindre leur potentiel. Et pour le pays, en termes de développement, ça a vraiment un impact vraiment énorme sur, voilà, comment est-ce qu'on peut sortir aussi du développement. Donc, c'est un peu la vision de pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ça a l'air très banal, mais c'est juste des mots, mais en fait, ça a un impact énorme sur ta santé mentale, sur comment tu te vois, sur comment tu te comportes, sur comment tu arrives à te projeter aussi dans un futur. Et c'est ça, en fait, qu'on veut pour la génération de maintenant et celle du futur. C'est pour ça qu'on forme des jeunes. Et ces jeunes-là, ils vont être des futurs parents. On brise ce cycle-là avec eux pour que eux, donc, au lieu d'utiliser ces mots qui sont vexants et puis méchants, on va utiliser l'empathie. Et c'est ça qu'on apprend, donc, à travers nos formations, à travers nos sessions avec les enfants. Donc voilà, à peu près. C'est hyper intéressant parce qu'en plus, tout ça, je veux dire, déjà dans le système éducatif traditionnel, et je pense dans la majorité des foyers ici en Alsace, on nous apprend pas forcément à reconnaître, à faire face et à deal with nos émotions, tu vois. Oui, exactement, d'une façon saine. Voilà, c'est d'une façon saine. Exactement. C'est ça. Et il y a tellement de conséquences quand on n'arrive pas, en fait, à gérer ces émotions-là. En fait, ce genre de violence, ça crée des traumas et ça crée aussi une dérégulation des émotions. Ce qui fait que quand il y a quelque chose qui va se passer, tu vas directement réagir. Tu seras à chaud. Ou parfois, quand tu as des émotions qui sont tellement, je dirais, difficiles à naviguer, tu vas trouver la solution facile qui est, par exemple, de distraire. Tu vas aller sur ton téléphone. Parfois, il y a des gens qui vont utiliser des substances pour essayer de trouver une solution vraiment ponctuelle. Mais le problème, il reste là toujours. Mais en fait, tout ça, c'est l'incapacité à réguler nos émotions. On n'a même pas de mots pour... si je te demande aujourd'hui, ou bien à des gens comment ils se sentent aujourd'hui, ils vont pas pouvoir en général bien, mais s'il y a quelque chose qui se passe, on va pas pouvoir vraiment mettre un mot là-dessus et dire en fait je suis vraiment stressée, je suis bouleversée ou je suis triste aujourd'hui. Personne va parler comme ça. Mais en fait ces émotions-là, ce sont des messages, il y a des besoins derrière ces émotions-là et quand on a ces émotions qui surgissent, il y a un besoin derrière ça qu'il faut adresser et quand on n'adresse pas, c'est coincé dans notre corps. Quand ça coince, quand je dis coincé, c'est que ça reste quelque part dans notre corps. Quand ça reste longtemps dans notre corps, ça devient des maladies physiques. Ça peut être mal de tête chronique, ça peut être voilà, mal de ventre, le dos et tout ça. C'est des émotions qui sont restées dans ton corps et qu'on n'arrive pas à extérioriser en fait. Et ce qu'on apprend à Women, c'est d'extérioriser ça d'une façon saine. Il y a des techniques où au lieu de blâmer une autre personne, disons que t'es fâché, t'es triste, au lieu de dire non mais c'est toi, t'es égoïste, tu fais ça, c'est plus là, je me sens triste par rapport à cette situation. Quand tu as dit ceci ou ceci, au lieu de directement, voilà, comment dire, j'allais dire gueuler, mais directement crier sur une autre personne. Mais cette capacité à pouvoir naviguer, gérer tes réponses aux émotions, c'est pas gérer tes émotions. Tes émotions, ils vont ressurgir à chaque fois. C'est tes réponses à tes émotions, en fait, qu'on essaie d'enseigner aux gens. Ok. T'as vu, tu disais un terme tout à l'heure, là, je me rappelle plus c'était quoi, c'était en rapport avec les émotions. Tu sais, je t'avais demandé... Invalider. Ah ouais, c'est ça, invalider, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Alors, l'invalidation des émotions, en fait, c'est très... On le fait tous, je pense, on l'a fait tous à un moment de notre vie. C'est ne pas savoir créer un espace qui soit bienveillant pour une autre personne et accepter, en fait, valider par quoi une personne passe. Je donne un exemple concret. Quand j'étais plus jeune, quand il y avait des gens autour de moi qui pleuraient, je voulais m'enfuir parce que je savais pas, en fait, comment faire pour que cette personne arrête de pleurer ou qu'est-ce que je pouvais faire. Donc, ce que je faisais, c'était, là, j'entendais des gens dire, ça ne veut des maptumanio. En fait, en faisant ça, tu invalides les émotions de l'autre personne. Si t'es un enfant et que tu entends ça, cet enfant va se dire, ah ben, je peux pas pleurer, en fait. Et je vais plus pleurer devant ces personnes ou je vais commencer à tout garder en moi parce que j'ai pas eu, en fait, un modèle. On appelle ça co-régulation. Quand tu fais ça avec tes parents, par exemple, quand un enfant pleure et quand un parent a la capacité, quand elle a appris justement ce genre d'outils et qu'elle a la capacité tout d'abord de recevoir ces émotions-là pour elle-même. Donc, quand elle arrive à créer un espace bienveillant pour elle-même, parce que nos émotions à nous-mêmes, c'est beaucoup. Donc, il faut
que je sache tout d'abord naviguer ça avec moi avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre à le faire. Donc, dans le cas de parents, quand il y a un enfant qui pleure, là, c'est vraiment validé. C'est genre, si un enfant pleure parce que, je ne sais pas, quelqu'un a pris ses jouets, je ne sais pas, c'est validé, dire, ah, mais je comprends pourquoi tu es triste là, en fait, parce que l'enfant, il a pris ton jouet, au lieu de dire, ah, mais on a une statistique, quelque chose comme ça. Donc, là, tu valides par quoi l'enfant passe. L'enfant va se dire, c'est OK, en fait, de pleurer là maintenant et d'être triste et de ressentir de la tristesse. Et là, l'enfant va être plus épanoui et puis pouvoir plus s'exprimer aussi. Mais il faut d'abord avoir les outils en tant que éducateur, que ce soit les parents, les gens autour. Donc, cette capacité, c'est quelque chose qu'on apprend au MEN également. Donc, ça va des deux sens. C'est quelqu'un qui reconnaît, c'est tout le monde d'abord, une sensibilisation globale de ce que c'est l'abus émotionnel. Pour une personne, d'avoir les capacités de nommer, d'identifier les émotions, de partager ça d'une façon saine. Et pour l'autre personne qui reçoit tes émotions, de savoir, écouter, valider et créer cet espace de bienveillance, parce que il suffit d'une seule personne dans notre vie pour nous aider à être écoutés et vus pour avoir une meilleure santé mentale. Donc, si autour de nous, on a des gens qui n'arrivent pas à valider ça, je sais pas si tu as une expérience où il y a des gens qui vont te dire quelque chose, tu vas partager quelque chose à quelqu'un, et puis tu te sens comme si tu n'es pas écouté, tu vas plus partager à cette personne, tu vas te dire, OK, c'est bon, c'est la dernière fois que je te dis ça. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est pour éviter tout ça, en fait, qu'on donne ces outils sociaux, émotionnels. En gros, c'est l'intelligence émotionnelle. Ouais, c'est ça. Si on prend le sujet de discussion, qu'on transpose ça, on va dire, au niveau des adultes, tu vois, donc, bon, je veux dire, allez, on va dire 25 plus, tu vois. Est-ce que l'approche est la même? Parce que, par exemple, tu vois, forcément, quand on est adulte, bon, voilà, on traîne avec les collègues, on essaye on peut essayer, par exemple, de se construire une image, tu vois, ou voilà, on veut montrer qu'on est peut-être en contrôle, etc., ou peut-être que, si jamais t'as envie de pleurer, effectivement, il y a peut-être un contexte dans lequel tu dois le faire, parce que bon, peut-être que le bébé, l'enfant, lui, OK, bon, c'est un enfant, tout le monde sait que c'est un enfant. Mais, imaginons, je sais pas, je suis à une réunion, et puis, là, tu vois, je commence à pleurer un peu, tout ça, et peut-être que les gens, tu vas dire, mais lui, il a quoi? Il est fragile, tu vois, enfin, tu vois, ce genre d'action, tu vois. Comment est-ce que, du coup, tu peux transposer ça dans la vie d'un adulte aujourd'hui? Ah, mais c'est très pertinent comme question, parce que d'abord on choisit les jeunes parce que comme j'ai dit, on choisit des jeunes parce qu'ils sont de futurs parents. Mais on fait aussi nos sensibilisations avec des parents, on fait ça avec des profs aussi, parce qu'on a vu que quand les enfants, les jeunes, ils ont les outils, mais que les parents ils ont pas, donc comment on fait? C'est toute une culture qu'on essaie en fait de changer, dans le sens où c'est l'empathie qu'on essaie de promouvoir pour essayer de briser ce cycle-là. Est-ce que tu peux définir un peu, peut-être, pour ceux qui nous écoutent, ce que toi tu entends par empathie, comme ça ils peuvent mieux se... Alors, l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place d'une autre personne ou de comprendre par quoi une personne peut potentiellement passer. Donc, c'est à travers, quand tu comprends tes émotions, quand tu peux les nommer, quand tu arrives à les exprimer, tu sais les émotions qui existent, et potentiellement tu peux les revoir chez d'autres personnes. Peut-être que ça peut être différent, ça peut être peut-être quelque chose qui peut te faire pleurer, ne peut pas me faire pleurer, mais peut ne pas me faire pleurer, mais si tu pleures sur quelque chose, cette empathie-là va me faire me dire que, OK, si cette personne pleure, peut-être qu'elle peut passer par des choses, même si je peux pas comprendre là tout de suite, j'ai de l'empathie pour cette personne. Donc, apprendre cette empathie-là pour tout le monde, en fait. Est-ce que tu vois, l'empathie, justement, est-ce qu'on peut avoir trop d'empathie? Oui. Il y a deux choses que je voulais dire également. Ce qui bloque aussi avec l'empathie, c'est les projections. Les projections qu'on a eues à cause de traumas qu'on a eu dans le passé. Projection, c'est l'incapacité à avoir de l'empathie, en fait. C'est, disons, je passe par quelque chose et je pense que c'est la seule solution. Si par exemple, disons, ma solution à moi, c'est ça ma vérité, et quelqu'un d'autre a une autre vérité, je vais pas la comprendre parce que c'est ma seule vérité qui compte. Donc cette projection-là, parfois, fait que on peut manquer d'empathie, donc en gros. Donc pour revenir à ta question, avoir trop d'empathie, ça existe, et je pense je pense que, encore une fois, ça peut être vraiment des conséquences, pas encore une fois, je l'ai pas dit du tout, mais quand on parle d'abus émotionnels, il y a des cas qui sont extrêmes où, en conséquence, tu deviens une personne, je dirais par exemple comme moi, à un moment, vraiment, quand je n'ai pas encore réussi à guérir ces parties de moi, j'étais vraiment une personne très
overachieving, c'est quoi? Ah, tu cherches toujours à faire plus. Voilà, plus, c'était vraiment... Ouais. J'essaie de faire, pas juste du max, c'était, voilà, le max, je vais essayer de faire tout ça. Parce qu'en fait, je ne voulais pas me faire critiquer. Donc, dans mon passé, dans mon conditionnement, j'ai eu des critiques. Pour que personne ne me critique, je vais essayer de faire que ça soit parfait. Donc, personne va rien me dire. Donc, j'étais à cet extrême-là. Il y a des gens dans l'autre extrême où, au contraire, tu es en mode, de toute façon, qu'importe que je vais faire, quelqu'un va me comparer à qui, donc je vais rien faire, je vais être vraiment la personne qui est passive, passive dans la vie. Okay. Et donc tu as ces parties-là, mais ça m'a donné aussi une empathie qui est vraiment très élevée, qui fait que quand il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, je vais pleurer avec cette personne. Par contre, la limite là, je l'ai appris dans mon travail, c'est que il faut que tu saches dire non en fait, il faut que tu trouves tes limites. Et ça, on apprend aussi à Women que il y a des choses qui vont te toucher, il y a des choses qui sont par rapport à tes valeurs, des choses qui sont importantes pour toi. Et si une personne, c'est pas écraser ses limites, comment on dit ça, tu dépasses. Que tu dépasses, voilà, merci. Qu'il y a une personne, par exemple, qui dépasse ces limites-là, même si tu as de l'empathie pour cette personne, tu as plus d'empathie pour toi-même. Donc là, tu vas dire non. Et c'est là, en fait, il faut que tu aies assez d'empathie pour toi, qui est l'amour de soi, en gros, qui est plus élevé que l'empathie que tu as pour les autres. Et c'est pas de l'égoïsme, parce que disons, moi, je suis tellement fatiguée dans mon travail, il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui dit, Francesca, il faut que tu m'écoutes. Et là, je me dis, je vais t'écouter, mais aujourd'hui, j'ai pas la capacité mentale à le faire, je vais le faire demain. Donc là, c'est déjà une limite, même si j'ai de l'empathie pour cette personne. Donc voilà. On est déjà sur la fin de la discussion. On approche de la fin, mais j'aurais quelques questions. Enfin, 2 dernières questions. La première, c'est aujourd'hui, toi, tu as identifié ton purpose, ta raison d'être, ta raison de vivre. Est-ce que tu aurais, par exemple, au moins un conseil pratique peut-être à partager à ceux qui nous écoutent pour que justement ils puissent arriver à ce stade-là, tu vois, parce que je pense que bon, nous, enfin, par exemple, au moins, toi et moi, on sait que c'est essentiel d'avoir cette raison-là, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui ont envie d'atteindre effectivement ce stade-là, mais qui savent pas comment faire. Tu vois, c'est comme par exemple comment on découvre son talent, tu vois, par exemple dans la vie, tu vois. Est-ce que toi, par exemple, t'as un conseil à partager dans ce sens-là? Oui, je pense que je dirais essayer de se connaître en fait, essayer de se connaître. Et je sais que c'est très vague, mais aussi quand tu es quelqu'un en fait qui a grandi dans un espace où on te dit qui tu es et qui tu n'es pas, c'est très difficile pour toi de connaître qui tu es. Donc tu entends des gens te dire toi t'es comme ça, et puis tu prends ça comme si c'était la réalité. Mais moi j'inviterais les gens à chercher en fait qui ils sont. Et quand je dis qui ils sont, c'est tellement vague, c'est plus vraiment les petites choses. Par exemple, qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Est-ce moi par exemple quand quelqu'un me parle de manger, ça m'anime. Je vais pas dire que c'est mon purpose, mais je sais que quand il y a quelque chose qui s'aligne à cuisiner, à des choses comme ça, moi je cuisine pas, mais j'aime regarder les gens qui cuisinent. Ça me donne de l'énergie. Voir des gens qui cuisinent, par exemple. J'aime chanter, et ça m'énergise. J'aime voyager. Donc, savoir déjà, c'est comme ça que tu te connais toi-même. Quelles sont les choses que tu aimes, quelles sont les choses que tu n'aimes pas. Et là, tu commences petit à petit, vraiment s'asseoir et mettre ça. Ou bien quand tu es vraiment dans la journée, que tu as le temps, par exemple, passer du temps avec tes amis. Tu aimes passer du temps avec tes amis, mets ça. Parce que quand je dis ça, c'est très banal, mais il y a des gens qui créent leur purpose autour de ça. Ils vont créer une émission où ça sera juste avec des amis, par exemple, où ils vont créer quelque chose. T'as pas à créer que ce soit une entreprise aussi, hein, je veux signifier ça. Mais du moment que tu arrives à sentir ça avec une autre personne, je pense que c'est déjà quand c'est en alignement, voilà. Quand tes valeurs, ce que tu aimes faire, ce qui t'anime est en alignement, c'est comme ça que moi je le prends comme purpose en fait. Et tu peux vraiment commencer très doucement, et ça peut prendre du temps, mais parce que parfois j'ai des gens qui me disent mais ton purpose c'est humain, c'est grand et tout. Ça va pas être énorme comme ça. Quand tu arrives juste à être en alignement et à être en accord avec ça, et que tu te sens bien à l'intérieur, c'est ça en fait. Moi je pense être en alignement et avoir un purpose que petit à petit tu pourras grandir, ou d'une façon ou d'une autre tu pourras faire aligner à quelque chose d'un peu plus grand, je dirais. Est-ce que c'est peut-être un exercice, du coup, ça va être ma dernière question, c'est peut-être un exercice que tu as déjà fait, mais qu'est-ce que en fait, c'est l'exercice du lit de mort, où en gros, tu imagines que tu vois, t'es sur ton lit de mort, et que voilà, qu'est-ce que tu aimerais te dire à ce moment-là
la dernière fois que j'ai eu cet exercice-là, c'était plus les choses qui me sont venues en tête, en fait, c'était les relations que j'avais dans ma vie, les relations importantes. Okay. Parce qu'au final, tout ce que tu as fait, même si c'est, je dirais, ton legacy, comment on dit ça? C'est ton héritage. Voilà, ton héritage, quelque chose que tu laisses au monde, hein, ça va être là, mais pour toi, qu'est-ce qui est important? Je pense que c'était ma question quand je me dis, qu'est-ce qui est vraiment important si tu pars un jour demain, et je pense que c'est les relations que tu as pu vraiment entretenir avec les personnes qui te sont chères, mais je pense aussi l'alignement que tu as, je dirais cette intégrité que tu as pu avoir tout au long de ta vie, que ça soit à travers les projets que tu as faits ou bien juste en tant que personne, parce que je pense au final c'est ça qui importe le plus quand tu, j'ai pas envie de dire quand tu meurs, quand tu pars. Ok, d'accord. Je pense que c'est ça. Et c'est plus vraiment affirmer peut-être ces choses-là que même si tout au long, je pense que ça sera juste un message pour mon petit être intérieur, ils appellent ça enfant intérieur, c'est juste affirmer par quoi j'ai pu passer, et puis affirmer que qu'importe les choses qui se sont passées, on a bien vécu, et je suis fière de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu donner aux gens qui nous sont proches, au monde, et puis voilà, je pense que c'est plus de la reconnaissance, et puis de la validation personnelle. Personnelle du coup. Voilà, ouais, je pense. Okay. Ouais. Ok, bah écoute, Francesca, déjà merci pour cette discussion, merci pour tous ces partages. Moi, je suis sûr que, au travers de cette discussion, on pourra, en tout cas, c'est le rêve que j'ai, au moins aider ou inspirer une personne. Et franchement, je te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu souhaites entreprendre du coup à l'avenir. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à l'audience aussi. Et je pense que c'est toujours un plaisir pour moi de me rappeler en fait par quoi je suis passée. Ça fait chaud au cœur. Donc merci à toi.